Nous retrouvons cette fois-ci un autre révérend père, le père Elvis Elengabeka. Bonjour père, Bonjour, Fréon. soyez le bienvenu. C'est paradoxal parce que vous venez me retrouver et vous me souhaitez la bienvenue. Je Bienvenue. considère que c'est une manière de détendre l'atmosphère et de dire que nous sommes bien ensemble et nous souhaitons la même chose aux personnes qui sont en train de nous écouter. Tout à C'est fait. ça ton intention. C'est bien ça. Ils vont constater que je te tutoie. Oui, plutôt. Bon, ben très bien. Alors père, il y a quelques jours, nous apprenions le décès du pape émérite Benoît XVI. Oui. Un homme de lettres, un homme de foi. Que retenir de cet illustre personnage? J'ai failli faire le parallélisme entre toi qui es vivant et le pape qui a disparu. Mais j'aimerais dire en guise d'introduction que ce que Amadou Hampâté-Bâ a dit dans un ouvrage publié en 1972, Aspect de la civilisation africaine, Amadou Hampâté-Bâ a dit, en Afrique, chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ça ne s'est pas passé en Afrique, ça s'est passé à Rome, mais ça se vérifie quand même pour Benoît XVI. Je crois que c'est une bibliothèque qui a pris feu. Une bibliothèque qui a pris feu. En parlant de bibliothèque, j'aimerais bien qu'on puisse s'attarder sur cette œuvre-là, Afitié-Mounous, qui a été produite ici en Afrique, et pour montrer aussi la relation, plutôt on dira peut-être particulière, qu'il avait avec l'Afrique. Je suis heureux de la question et parce que la question ça rime à la tonalité de ma première réponse, j'ai annoncé indirectement que je m'intéressais au lien entre Benoît XVI, le pape Benoît, le bon pape Benoît, le saint pape Benoît et l'Afrique. Alors, Afritiemounous, je m'arrête pour donner la traduction. On dit Afritiemounous, mais on ne sait peut-être pas ce que ça veut dire. Je traduis l'engagement de l'Afrique, l'engagement de l'Afrique pour le Seigneur Jésus-Christ. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une exhortation apostolique post-synodale. Il y a eu un synode, il y a eu le rassemblement, le regroupement des délégués des conférences épiscopales à Rome, et ce synode portait sur l'Afrique. C'était le deuxième du genre. Et le document issu de ce synode a pour titre Afritiemounous, selon la tradition bien connue qui consiste à désigner les documents ecclésiastiques à partir des premiers mots de leur texte latin. Ce document paraît en 2011. Alors, une particularité, il a fait la même chose que Jean-Paul II. Sais-tu quoi? Quoi donc? À ma connaissance, c'est seulement la deuxième fois de l'histoire qu'un document est signé, donné hors du siège apostolique. La première fois, c'était Ecclesia in Africa en 1995 à Yaoundé par son prédécesseur, le pape Jean-Paul II. Et la deuxième fois, je n'ose pas dire la seconde fois parce que j'espère qu'il y aura une troisième, la deuxième fois, c'est ce qui s'est passé à Ouida, au Bénin, avec lui, en 2011. Je suis heureux d'en parler comme témoin direct de l'événement. Alors, je crois que ce document est à connecter à tout ce que Benoît XVI a dit sur l'Afrique et je retiens avec émotion, je suis un disciple de Benoît XVI, je retiens avec émotion son affirmation, sa déclaration, j'allais dire sa description prophétique de l'Afrique et il voyait ce continent comme le poumon spirituel de l'humanité. Je crois que moi, je peux garder ça comme le testament de Benoît XVI pour notre continent. J'ai vécu quelque chose de particulier avec lui. Vous savez, Benoît XVI arrive à Yaoundé en 2009. En 2009, il arrive à Yaoundé et il part en Angola. Il a fait une déclaration sur le préservatif dans l'avion. Vous vous souvenez de ça? J'étais peut-être pas né. 2009, j'étais né? Si, j'étais déjà né. Un peu quand même. Plutôt très jeune. Moi, j'étais déjà en service en théologie. Et je m'occupais un peu de répondre officiellement à la presse sur un certain nombre de questions. Alors, cette affaire de préservatif, où on a mal compris, mal traduit Benoît XVI, la mauvaise traduction l'a accusé
je vais prendre un raccourci, l'a accusé de dire que le préservatif augmentait le sida. Ce n'est pas ce qu'il avait dit. Et j'ai donné une interview à une certaine Geneviève Delrue de RFI pour corriger cette mauvaise interprétation de la pensée intelligente de Benoît XVI. Et je dis aujourd'hui que le problème en question, ce n'est pas le préservatif, c'est le sexe qu'il faut évangéliser. Voilà le problème. Et moi, je mets tout ça là dans le paquet qui constitue le testament de Benoît XVI pour l'Afrique. Parlons aussi maintenant de son engagement pour la formation. Cet engagement-là, ce souci pour l'évangélisation, vous qui êtes recteur, que pensez, que dire sur cet engagement? Je crois qu'il faut inscrire cela dans un contexte plus large, celui du souci, de la mission, de l'engagement de Benoît XVI pour l'intelligence de la foi. Et tout commence, à mon avis, par sa formation personnelle, et ça s'exprime de manière particulièrement éloquente avec son engagement comme expert au Concile Vatican II. Il est professeur à Tübingen, il est engagé dans la réflexion théologique, et plus tard, on oublie de le dire, il va être très longtemps préfet de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi. Et certaines indiscrétions dans nos milieux académiques disaient qu'il avait l'intention de se retirer pour la bibliothèque apostolique du Vatican. Donc c'est l'homme du livre, c'est l'homme de la science, c'est l'homme de l'intelligence de la foi. Et pour cela, moi je crois qu'il est un paradigme intellectuel pour tout jeune prêtre. J'aimerais aussi dire que Benoît XVI, c'est le carrefour, la réconciliation parfaite, m'entendez-vous? Oui. J'ai parlé de réconciliation parfaite. C'est l'homme qui a su trouver la rime entre l'engagement pastoral et la recherche intellectuelle. L'homme pour qui la paroisse était l'amphi et l'amphi était la paroisse. Vous voyez, j'appelle ça une circularité qui dépasse l'opposition idiote que certaines personnes instaurent entre réflexion théologique et prédication paroissiale. Vous voyez, un théologien de très haute voltige comme Benoît XVI, qui est aussi un pasteur, un évêque, un archevêque, un pape. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'engagement pastoral et le service intellectuel. J'ai même eu envie de dire, si tu es bête d'un côté, tu es bête de l'autre côté. Si tu es intelligent d'un côté, tu es intelligent de l'autre côté. Donc on ne peut pas excuser la médiocrité intellectuelle en disant qu'on va s'engager en pastoral. Non, c'est faux. Quand on ne connaît rien, on n'a rien à dire aux gens. On n'a rien à apporter. Donc, avis aux futurs prêtres, instruisez-vous sérieusement et vous serez aussi brillant et aussi efficace que Benoît XVI. Merci Père. Cet engagement pour la formation nous conduit à nous interroger maintenant sur cette structure dans laquelle nous sommes. Il s'agit de l'Institut supérieur des sciences humaines Daniel Brottier. Nous apprenions il y a quelques semaines qu'il est déjà reconnu d'utilité publique, reconnu par l'État. Qu'en est-il concrètement, Père? Si j'avais envie de plaisanter, je dirais, au Gabon c'est comme ça, on est au Gabon. Hein. Nous n'avons pas sacrifié le pape pour avoir l'Institut. Donc n'allez pas penser qu'on a tué le pape pour avoir l'Institut. Non. La seule connexion que l'on puisse établir, c'est que l'expérience, le profil de Benoît XVI est une motivation pour notre maison. Ça, c'est établi. Alors, à propos de l'Institut, de quoi s'agit-il? Il s'agit du premier pas de l'Église catholique dans le monde intellectuel au niveau de l'enseignement supérieur. J'ai envie de rêver en public en disant, comme je l'ai exprimé en privé dans certains milieux, nous sommes en train de poser la première pierre de l'université catholique au Gabon. Et je suis heureux, en tant que prêtre spiritain, de constater
que ceux qui avaient évangélisé ce pays au début, ceux qui ont planté l'église au Gabon, c'est-à-dire les spiritains, sont aussi ceux qui ouvrent des horizons nouveaux à la même église. Pour moi, ils ont de la suite dans les idées, ils exercent la paternité responsable, ils ont porté cette église aux fonds baptismaux, maintenant, ils l'accompagnent vers la maturité et ils ouvrent une nouvelle page d'évangélisation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le défi pour l'évangélisation du Gabon aujourd'hui, c'est la sainteté de l'intelligence. Et le sanctuaire où se cultive cette vertu, c'est bien l'enseignement supérieur. Donc, c'est la vision que j'ai de cette institution qui est le nouveau-né de l'Église catholique dans le monde intellectuel. J'aimerais dire en plus de cela qu'il ne suffit pas de dire que nous avons un institut catholique. Et je pense à cette parole de l'Ancien Testament où un prophète dit aux gens, il ne suffit pas de dire « temple de Yahweh », « temple de Yahweh ». Mais il faut encore fréquenter ce lieu pour sanctifier sa manière de penser et contribuer ainsi à faire décoller le Gabon. Donc j'appelle toutes les personnes intelligentes à venir découvrir comment la science, la foi, la culture gabonaise font alliance dans notre humble ministère ici. Ministère au sens de service. Merci, Père. Nous sommes arrivés à la fin de notre rencontre. Hélas. Un mot de fin par rapport aux obsèques du pape Benoît, à qui il était, ou encore à cet institut. Souvenez-vous à propos de Benoît XVI, de son encyclique qui n'est pas très connue, Spe Salvi. Je traduis « Sauvé par l'espérance ». Donc, à ces obsèques, je serais plutôt porté par l'espérance qu'il a clamée et dont il a été non pas seulement le témoin, mais le penseur. Ça, c'est pour Benoît XVI. À propos de l'Institut, eh bien, je souhaite la bonne année à cet institut et je formule tous les vœux pour que cet institut soit effectivement ce qu'il doit être, c'est-à-dire le premier pas de l'Église catholique dans l'univers universitaire gabonais. Merci Père pour votre partage sur la personne de Benoît et merci à vous de nous avoir regardés.